Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Profondément Vivant. Aujourd'hui, on parlera du sujet de la mission de vie. Comment trouver sa mission de vie? Est-ce qu'il y a une mission de vie? Est-ce que ça existe vraiment? Il y a beaucoup de pression que les gens peuvent se mettre sur ce concept. Et on va essayer de décortiquer tout ça pour voir ce qui est au cœur et ce qui est réel, ce qui est pas réel, ce qui est une illusion, ce qu'on utilise comme peut-être une structure qui nous permet aussi d'aller de l'avant, avoir définir quelque chose comme sa mission de vie, ça aussi, ça nous permet aussi de d'avoir une motivation, une inspiration tous les jours dans ce qu'on fait. Et on va aussi, je pense, se demander comment est-ce qu'on sait qu'on a trouvé sa mission de vie. Est-ce qu'on peut avoir des doutes? Est-ce qu'on peut se dire ah, mais je pensais que c'était ça, puis en fait c'est pas ça. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs missions de vie au Ouais, pluriel? j'allais te poser la question. Peut-être que ça peut enlever aussi un petit peu de la pression de se dire qu'il n'y a pas qu'une mission de vie et qu'on évolue. Est-ce qu'on est le même à 20 ans, à 40, à 60? Est-ce que du coup les missions ne changent pas au cours de notre vie puisqu'on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt ou des choses comme ça? Ouais. Et je pense que ce qui nous euh, ce qui nous met dans l'erreur, c'est de voir les gens qui ont le plus de succès en général dans notre société d'aujourd'hui. Ce sont les gens qui ont trouvé leur mission de vie assez tôt, des Mm. acteurs, des chanteurs qui chantent depuis qu'ils ont 16 ans, qu'ils ont plus jeunes, des gens qui sont vraiment allés à fond dans un domaine, dans un art, et qui sont devenus célèbres grâce à ça. Et après, c'est vrai que la société met plus en valeur, je pense, ces personnes-là, plutôt que des personnes qui ont des multiples missions de vie ou qui, à 40 ans, font totalement autre chose et qui accompagnent des gens. Peut-être qu'ils sont devenus thérapeutes parce que leur boulot dans l'industrie, c'était pas vraiment ce que leur âme voulait faire, leur cœur aspirait, et donc ils ont changé. Et Tu as des personnes autour de toi qui ont trouvé leur mission de vie ou un travail du moins qui les épanouit ou compris vraiment un chemin totalement différent. Des personnes autour de toi qui ont un certain âge, qui sont beaucoup plus âgées, est-ce que tu en connais ou... hmm, j'en ai rencontré, mais je connais pas toute leur histoire. Mais si, j'ai un ami qui a 45 ans et qui était directeur dans des associations sportives. Et là, depuis un an, il a monté sa boîte d'impression 3D. Et il fait de la modélisation et de l'impression 3D et c'est sa passion. Ok. Et il fait vraiment des choses incroyables. Et c'est un passionné, ouais. Donc je pense que ça, c'est un exemple. Ouais. Ça me fait penser où j'ai fait une interview donc sur ma chaîne Le Club V d'une énergéticienne qui m'a formée au Reiki. Donc la vidéo c'est sur le Reiki avec Marie-Ange, si les auditeurs veulent aller écouter. Et en fait justement c'est quelqu'un qui a changé de parcours professionnel à la cinquantaine et qui a maintenant à 60 ans et se lance dans l'écriture de son premier livre. Et généralement, alors moi je la vois, elle rayonne. Et pour moi c'était le genre de personne qui, je me disais, avait trouvé sa mission de vie depuis toujours, ou du moins elle est dans son élément. Et quand elle a commencé à me raconter son parcours, mais ça a été un divorce, des boulots où elle s'est fait virer plusieurs fois, ou enfin, voilà, le chemin a été compliqué. Et justement, c'est pour rebondir quand tu dis dans la société, on valorise beaucoup les gens quand c'est très jeune, la mission de vie et tout ça. Toi, je sais pas quel point de vue tu as, mais moi, je sais que j'ai un petit peu ce complexe d'infériorité en me disant, j'ai plus de 30 ans, la quarantaine approche, du coup, est-ce que j'ai trouvé vraiment ma mission de vie? Est-ce que c'est ça qui me fait vibrer? J'ai changé plusieurs fois de travail, ce qui n'est pas du tout valorisé. Et en fait, et avec les réseaux sociaux, ça aide pas quand on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent et qui font des trucs incroyables. Et finalement, c'est une image, quelque chose de la personne qui a trouvé un truc comme ça. Je sais pas, comme si tu te levais un matin et que d'un coup ça t'arrivait.
alors qu'il y en a beaucoup. C'est justement à travers différentes expériences de la vie, et notamment quand elles sont difficiles, que tu peux prendre un autre chemin. Et quand tu fais un travail sur toi, justement, tu peux découvrir peut-être potentiellement cette mission de vie, ou du moins sortir de ce quoi tu as grandi, où tu as été cantonné, et du coup prendre peut-être la voie qui est la tienne plus. Ouais, c'est ce que tu viens de dire là, quand être cantonné ou dans l'environnement dans lequel tu as grandi, je pense, que c'est primordial. Je vois des exemples de jeunes adultes ou d'adultes qui, quand ils étaient enfants, étaient supportés dans tous leurs élans créatifs, dans tout ce qu'ils voulaient entreprendre par leurs parents. Et ça, je pense que c'est un environnement qui favorise l'expression profonde de leur âme. Et même si il y a des échecs, il y a plein d'échecs et d'erreurs, mais en fait, je pense que ceux qui trouvent leur mission de vie tôt ou qui en tout cas ont l'air de briller depuis très jeune et qui font quelque chose, il me semble que, en tout cas dans tous les exemples que j'ai vus, ils ont eu un support. Ça peut pas forcément être les parents. Des fois, c'est un grand-parent. Des fois, c'est un professeur ou un mentor qui était là, ou un oncle, une tante. Et avoir quelqu'un qui supporte tous tes élans sans contraindre, restreindre cette énergie, ça permet à l'enfant, en grandissant en tant qu'adolescent et adulte, de garder des canaux ouverts en fait entre le cœur et le mental, entre ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux et ce qu'ils font, parce qu'ils savent que ils peuvent le faire, que c'est pas interdit, Ouais. et ils peuvent faire tout ce qui vient de leur trip en fait. Et pour moi, c'est ça la mission de vie. Des fois, elle se définit facilement grâce à la logique en disant, bah, c'est chanteur de blues, je sais pas. Et, euh, et ça, c'est la mission de vie de la personne. Et si elle est supportée dans cette mission de vie, cette personne, elle va avoir du succès là-dedans. Mais des fois, les énergies qui veulent se voir naître de nos tripes, elles se labellisent pas aussi facilement, je pense, dans la réalité dans laquelle on est. Et c'est ce qui peut faire aussi des entrepreneurs multiples, des multipotentiels ou des personnes qui vont pas être expertes dans un domaine, mais qui vont briller juste de leur présence et qui vont faire des choses dans le monde. Et ça, c'est une mission de vie, mais on peut pas trop la définir au final. Ça, ce genre de profil, tu dis, c'est plutôt des personnes qui ont justement pas eu forcément un soutien ou... Non, ça peut être aussi, ils peuvent avoir un soutien juste dans le fait de faire tout ce qu'ils veulent et au final, ce qu'ils veulent faire, c'est multiple. Mais c'est vrai que dans mon cas, si je prends mon cas, moi j'ai eu beaucoup de contraintes en tant qu'enfant. Je pouvais pas crier, je pouvais pas jouer n'importe où, je pouvais pas dessiner sur les murs. Tu sais, c'est des petites choses comme ça. Et au final, quand on est interdit de faire plein de choses, au final, il y a moins d'explosion créative ou d'énergie qui vient de la profondeur comme des geysers et qui sortent. Tout est un peu tassé au bout d'un moment parce que on prend la décision en tant qu'enfant que bah là, il faut que j'arrête de proposer des choses parce que à chaque fois c'est interdit ou à chaque fois je suis puni ou peu importe. Et après, donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à 25 ans, j'ai eu une explosion du volcan intérieur, un spontané, instantané, qui juste une après-midi, j'ai eu toutes ces énergies, plein d'émotions qui sont sorties, mais c'était vraiment un flow, un flux continu du bas en haut pendant une trentaine de minutes. Bah, après, c'était une après-midi très sensible et puis pendant une trentaine de minutes, j'ai eu une extasie, une transe. Et et après ça, j'ai eu de plus en plus de passions qui sont remontées, mais très très multiples. Le dessin, euh, le développement, la programmation, le développement web, le création digitale et la psychologie aussi, beaucoup de psychologie, la spiritualité qui est mixée à ça, qui est venue parce que cette ouverture du cœur et des énergies, ça m'a ouvert aussi
l'esprit sur d'autres choses sont possibles, des choses plus subtiles, plus invisibles. Parce qu'avant ça, j'étais très rationnel. Mais je dirais pas que j'ai trouvé ma mission de vie aujourd'hui, ou en tout cas, il y a une phrase que j'aime beaucoup me répéter, c'est que quand quelqu'un me demande ah mais j'ai pas encore trouvé ma mission de vie, c'est pour ça que là je sais pas quoi faire, je suis perdu. Des fois j'accompagne des gens en coaching qui me disent ça ou des proches qui me disent ça et j'aime bien leur dire mais il faut pas attendre de la trouver la mission de vie, il faut que tu la crées. Ouais. Aujourd'hui, crée ce que tu veux vraiment faire. Tu t'assois un peu, tu te demandes qu'est-ce que je veux vraiment faire et n'aie pas peur que ça soit faux au final, dans un sens où c'est pas vraiment ce que tu veux faire au plus profond de toi, mais ça va creuser un premier trou dans cette croûte terrestre qui couvre les geysers ou le volcan. Tu vas commencer à creuser des premiers trous et peut-être que donc tu vas essayer de créer un business sur tu vas vendre des habits parce que si tu as vraiment envie de faire ça, tu vas trouver un designer ou faire les designs toi-même, produire et vendre des habits, une collection et peut-être qu'au bout d'un moment tu vas être en burn-out parce que ton cœur et ton âme elles vont se dire c'est vraiment pas ce que je veux faire dans cette vie, j'aspire à plus ou j'aspire à autre chose, pas forcément plus, ça peut être autre chose. Et c'est très bien au final. Mais cette étape a permis d'aller plus profondément. Ouais. Tu apprends à te connaître en fait. De toute Ouais. façon, un passage à l'action t'apportera forcément quelque chose, t'apprendra quelque chose. Donc, le conseil, ça pourrait être quand on se sent perdu, c'est quand même de continuer à passer à l'action, parce que de toute façon, en ne faisant rien, rien ne va se passer. On va continuer à se sentir mal. Donc, par exemple, si on est dans un boulot qu'on ne peut pas quitter, ce serait éventuellement faire des activités, tester des choses, rencontrer des personnes, je sais pas, lire des livres. Est-ce que tu as des idées de quelque chose où il y a eu un temps, c'était beaucoup, on parlait de l'ikigai. C'était Mm. un moyen, c'est un moyen en fait de savoir tout ce que tu aimes dans la vie et de lier le tout pour éventuellement trouver un métier qui te corresponde. Donc ça a été très tendance il y a plusieurs années et c'est dans l'idée la mission de vie de lier ce que tu aimes faire. C'est quelque chose de bateau. La question, on dirait qu'est-ce que tu pourrais faire, t'apprécierais faire sans être rémunéré ou quand tu vois pas que le temps passe. C'est des questions, moi encore, que moi aussi, hein, il y a des gens qui vont nous écouter, ça va sûrement être des gens qui me suivent sur les réseaux depuis des années, mais qui vont être surpris. Je pense pas avoir, enfin, je n'ai pas trouvé encore ma mission de vie, ou du moins quelque chose où à 100% c'est ça, ou du moins pendant un temps, oui, mais je pense qu'il y a autre chose. Donc moi aussi, je suis un peu dans le je cherche. Et justement, on me dit souvent, Hélène, tu fais plein d'activités, tu fais plein de choses, parce qu'il y a la curiosité de découvrir quelque chose, de nouvelles activités. Et je pense un petit peu, dans le fond, cette recherche de qu'est-ce qui me fait vraiment et dans le fond, la recherche de qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Je vais y arriver à le dire. Voilà. Oui, et puis ça, c'est vrai que avec toi, on a vraiment l'impression que tu es à 100% dans le club V et t'es vraiment engagé. Et en même temps, tu as beaucoup d'espace, par exemple, les interviews que tu as fait récemment sur le Reiki, les bains sonores ou Ouais. la sonothérapie. Et tu t'ouvres à d'autres choses parce que ton âme et ton cœur, il est guidé vers ça, mais en même temps, la structure que tu as créée, le business, le club V, l'audience que tu as, ça te permet d'avoir un container qui est assez large au final, dans lequel ton âme peut aller découvrir d'autres choses. Tu peux vraiment découvrir ce qui est au profond de toi. Et quand peut-être qu'un jour, dans 10 ans, tu diras bah c'est fini, le club V c'est plus assez grand, puis tu vas créer autre chose et puis tu vas inviter les personnes qui te suivaient déjà ou pas et puis des fois il y a des changements complets d'énergie en nous qui font que on bascule vers autre chose Ouais. Je et sais, pardon. ouais
Non, ça me fait penser à quelque chose où moi, il y a plusieurs années, par exemple, quand je voyais des célébrités qui, par exemple, toi, tu parlais de chanteurs qui faisaient du parfum ou créaient des vêtements et tout. Il y en a certains, c'est pour le business. Mais en ayant eu moi-même ma société, enfin, en ayant moi-même ma société, je me rends compte qu'aussi, c'est mon flow peut fluctuer et des fois j'ai envie de faire complètement autre chose et j'en ai marre de la cuisine et j'ai envie d'aller rencontrer des gens, faire des interviews, machin. Et en fait, ça aussi, ça m'aide à entretenir l'énergie dans mon business principal, de parler comme on est en train de faire avec ce podcast. À chaque fois qu'on finit l'épisode, il y a une petite fatigue parce qu'on parle quand même pendant presque 2 heures, nous, mais il y a une énergie et ça apporte en fait quelque chose dans les autres domaines. Et donc je me suis rendu compte là avec ces stars en me disant, mais elles veulent toujours plus d'argent et tout ça. Mais j'ai arrêté de juger au bout d'un moment en me disant, ah ouais, non, en fait, je comprends peut-être un peu plus la chose. Et comme tu disais, le multipotentiel, si tu veux, enfin, si tu auras d'autres choses à dire après, mais c'est quelque chose qui, moi, j'en entends parler depuis peu, me fait du bien parce que j'avais l'impression que j'étais quelqu'un qui m'éparpillait beaucoup. Je savais pas ce que j'aimais et tout. Mais en fait, qu'il y ait un lien ou pas entre mes activités, pourquoi on n'a pas le droit de faire plein de choses? On a été très tu fais un boulot toute ta vie et c'est comme ça. Et je pense, de toute façon, il y a quelques dizaines d'années, il y avait ni mission de vie et ni, enfin, fallait un boulot, fallait que ça rémunère et puis point barre, quoi. On restait dans la même boîte toute la vie. Donc, est-ce que tu as l'impression aussi que c'est nouveau, ce truc de mission de vie? Non, je pense que ça, c'est vieux. Ouais. Mais quand on grandit dans un cadre social, moi aussi j'ai grandi mes parents ils voulaient que je sois soit docteur, soit avocat, et puis que j'ai un très très bon métier qui paye bien et que je fasse ça toute ma vie. Et je les ai un peu déçus là-dessus, mais au final, T'as ça va planté de bien. l'ail la semaine dernière. Moi, je trouve ça génial. Tu peux nourrir des Ouais. gens. Ouais. Donc aujourd'hui, ouais, multipotentiel, je suis maraîcher, je suis coach et développeur web. C'est clair. Ça, c'est une activité que je veux remplacer par mon activité de coaching à terme. Mais Mm. donc justement, je voulais parler aussi de ça, du développement web. Et comme tu as parlé de l'ikigai, donc l'ikigai, pour dire un peu à l'audience, c'est euh, c'est un cadran, en fait. Il y a quatre ronds qui se croisent et au milieu, c'est vraiment ce que tu dois faire, ce qui va te rendre vivant et ta mission de vie. Et les quatre ronds, alors c'est faire ce qui te plaît, donc tu aimes le faire. Ça te donne ça fait du sens. C'est une mission qui fait du sens pour toi. Ça aide les gens, ça aide les autres, et tu peux être rémunéré pour ça, plus ou moins. Enfin, c'est quatre points. Si tu as les quatre dans ce que tu vas entreprendre là, c'est et si tu es excité par ça, c'est pas que après l'ikigai, ça peut être très mental si tu fais cet exercice, c'est ah oui, bah j'ai tout ça, bah c'est bon, je vais faire ça même si j'ai pas très envie. Bah au final dans l'ikigai, il y a j'ai la passion pour ça. Donc au final, ça appelle le cœur aussi à dire il faut une partie du cœur, il faut que le cœur il se dise oui, j'ai envie de faire ça, j'aime faire ça. Et moi, il y a 4 ans et demi, j'avais ça pour le développement web, faire des sites internet, web design, et j'ai fait l'ikigai. Et je me suis dit, bah ouais, j'ai les 4 points, je peux être bien payé pour ça, je vais aider des gens à développer leur business. J'adore programmer, créer des solutions, du code et des designs aussi. J'étais très graphique et artistique. Je le suis toujours. Et donc je peux être rémunéré, j'aide les autres et ça fait sens dans le sens où je peux mettre ça au service d'un meilleur monde, de l'écologie. Donc j'ai fait des sites internet pour des maraîchers locaux, pour des fabricants de biocompost, donc des choses qui me tiennent à cœur aussi. Et voilà, entre-temps, en 2022, j'ai eu un élan, une envie de me lancer dans le maraîchage. Et j'ai mis un peu pause sur les sites internet, parce que je pouvais. Je me suis lancé dans le maraîchage. J'ai fait T'en une avais jamais saison. fait avant.
avant j'avais fait mes propres jardins, donc ouais, chez soi, en collectif aussi, mais pas en professionnel à vendre sur le marché, à vendre au restaurant et tout ça. Donc c'était différent. Et aujourd'hui, je sais que le maraîchage, la production de nourriture, la régénération des zones de biodiversité grâce à ça, en fait, les forêts, les food forests, comment on dit en français, les forêts comestibles peut-être, ou les Nourricière, nourricières, forêts nourricières. il me semble. Tout ça, c'est depuis 2021 à peu près. C'est un élan, c'est une vague aussi qui m'est venue. Il faut que je fasse ça en fait. Et mais en fait, c'est juste ne pas trop se poser de questions. Des fois, il y a le mental qui vient, qui dit bah oui, mais ça paye pas. Il faudrait que tu fasses autre chose. Il y a la peur financière, la peur d'être pas en sécurité et tout ça. Mais au final, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et c'est à chaque fois, c'est ce que je me disais. S'il y a quelque chose qui me vient au cœur, qui me prend une énergie et que je veux le faire, je vais toujours trouver des solutions pour le faire en même temps, garder une sécurité, garder un équilibre. J'ai une famille, j'ai 2 enfants et donc quand j'ai commencé le maraîchage, j'en avais un. Ma femme était enceinte et du coup, pendant l'année de maraîchage, j'ai eu mon deuxième garçon qui est né et on devait finir l'année. Donc il y avait beaucoup de choses, mais et financièrement, on était à la limite financièrement, mais on gérait. Et Mm. donc, c'était juste ce qu'il fallait. C'était très bien. Même il y a eu des moments de stress, de doute et de peur, parce que il y en a toujours. Et justement, s'il y en a, et plus il y en a au long du chemin, plus ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose qui est à la limite dans le sens, c'est pas le confort complètement, le confort d'un travail à temps plein qui nous plaît pas, mais on s'en fout, c'est confortable. Et c'est pas non plus, je vais prendre le plus grand risque du monde, je quitte tout, je mets toutes mes économies dans quelque chose et au final, bah, je peux finir avec rien et parce que j'ai pris un risque peut-être un peu trop fou. Et en même temps, il y a des personnes qui prennent ces risques-là et qui réussissent et c'est très bien. Mais moi, mon truc, c'est plus vivre à la limite de l'inconfort, mais toujours la sécurité en ayant contrôle sur quelque chose, mais pas tout contrôler non plus et faire confiance à ses tripes, à son intuition. Et c'est ce que j'ai suivi. Donc j'ai fait maraîchage et je me suis lancé dans le coaching l'année dernière. Donc ça s'est enchaîné assez vite au final, Ouais. avec du recul. Mais et tout ça fait sens en fait au final ça crée une unité. Mm. Le multipotentiel c'est un peu ça aussi. C'est plusieurs branches du même arbre et quand tu regardes l'arbre de loin avec toutes les feuilles et les fruits qui poussent, c'est les mêmes fruits, c'est les mêmes feuilles et donc c'est une unité l'arbre. Pourtant, il y a des branches, il y a une multitude de branches. Et je vois ma vie un peu comme ça. Et aujourd'hui, je peux faire vraiment le lien entre le maraîchage et le développement personnel, le coaching que je propose. Et j'ai de plus en plus en fait d'informations qui me viennent, d'idées, d'intuition, d'inspiration pour mélanger les deux. Ouais. Donc faire des séances de coaching désherbage. On va venir au jardin, une personne va venir désherber une ligne de carottes avec moi. Ouais. Et on va désherber pendant 30 minutes une ligne, 30 minutes une deuxième ligne. On va avoir une séance d'1 heure pour parler des émotions, des défis actuels de la personne. Ça, c'est une idée un peu loufoque qui m'est venue récemment, que j'ai Non, pas j'aime encore bien testée. parce que en plus, en ouvrant la conversation WhatsApp, j'ai vu sur ton profil que tu avais mis Gardener of Consciousness. Consciousness. Ouais. Ça avait Jardinier des trop de... consciences. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop beau. Et ça mêle complètement tes deux activités. J'avais jamais fait gaffe avant. Et je trouve ça trop bien. Donc, alors que pourtant, quand tu penses à un coach ou à un maraîcher, enfin, moi, de prime abord, je fais pas forcément de lien. Et toi, tu as réussi, voilà, à trouver des liens, à mêler les deux. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Des fois, on voit deux trucs opposés. Et pourtant, les deux nous attirent, il y a peut-être un lien, quelque chose à creuser. Oui, puis c'est ce que tu disais, toi, t'avais peur, par exemple, d'être dispersé.
Et récemment, tu dis, tu as vu le terme multipotentiel et tu as commencé à apprendre un peu à voir ce que c'était et qu'il y a tellement d'autres personnes qui sont comme ça. On appelle ça aussi les slashers. En France, on dit Oui, beaucoup les slashers. Polymath, ça existe ok. aussi. Par exemple, Léonard de Vinci, c'est un parfait exemple de multipotentiel. Il était Mm. peintre, il a fait des armes de guerre, il faisait de l'équitation, je sais plus ce qu'il faisait, de l'anatomie, des animaux, des chevaux, Il crée, beaucoup. il a inventé aussi des. Il était inventeur, non? Il a pas créé Ouais, des. des machines pour voler et Et voilà. Il y a un plein de super choses. documentaire sur YouTube, justement, je voulais le revoir et je conseille taper Léonard de Vinci. Mm. Après, les personnes qui ne sont pas multipotentielles, c'est pas une raison pour qu'elles se sentent inférieures ou quoi que ce soit. C'est complètement deux façons différentes de fonctionner, puisque moi, toute ma vie, j'ai voulu être ce type de personne, être intéressée par une chose, être à fond dans une chose, dans un boulot. Je me suis sentie mal quasiment toute ma vie. Ça fait pas si longtemps que j'apprends. Donc, faut pas que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont comme ça, se disent ah ouais non mais attends moi j'ai pas 36 000 passions. Ce genre soit des messages moi de temps en temps. Ah ouais tu fais tout ça, moi je fais pas tout ça et tout. Ouais c'est pas grave. Moi des fois ça m'épuise et il y a tellement de choses que ça me crée une frustration de pas pouvoir faire tout. Donc voilà, chacun a ce côté positif, négatif, mais embrasser en fait qui vous êtes pleinement et assumer voilà cette part-là. Ouais. Puis oser, si on a des élans d'inspiration pour quoi que ce soit, oser essayer, oser faire. Mais c'est très possible qu'on soit passionné par vraiment une seule chose, le sport automobile ou Mm. peu importe, la cuisine. Et au final, c'est une chance d'être passionné par juste une seule chose parce qu'on peut vraiment se concentrer sur quelque Ouais, chose et en explorer tous les recoins, être vraiment c'est vrai. créatif dans ce domaine-là. Et la société, elle favorise plus les gens qui sont spécialistes. En tout cas, jusqu'à maintenant, récemment, il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit et de conscience sur les, les neuroatypiques ou multipotentiels ou les personnes avec les troubles, les TDAH ou peu importe le label, l'étiquette, mais on a de plus en plus de conscience qu'il y a plus de différences qu'on pensait. Au final, il n'y a pas une voie. Et des gens comme toi ou moi qui se partent un peu n'importe où, qui ont 10 000 idées et qui veulent faire plein de choses et qui ont plusieurs passions dans des domaines qui ont l'air d'avoir rien à voir, on est un peu mis à l'écart par la société normale, la télé ou les choses, l'école même. Mais quand on en sort et qu'on voit, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de supports en ligne, de vidéos Ouais. YouTube ou peu importe, qui parlent de cette multipotentialité, du phénomène de slasher. Et il y a des gens avec beaucoup, beaucoup de succès qui font ça. Et donc, en fait, plus tu ouvres ton esprit sur ce qui existe, tu vois qu'il y a du succès dans n'importe où. Chaque personne est unique, et chaque personne peut avoir du succès dans ce qu'elle fait. Même si toi, à l'école ou quand tu étais petit, on t'avait pas appris que tu pouvais être à la fois peintre et avocat et docteur en même temps. Mm. Et puis voilà. C'est vrai. En plus, tu pointes quelque chose de, enfin, pour moi, qui est juste, ou du moins la façon dont j'ai grandi, avocat ou médecin, mais t'es pas artiste. Et artiste, t'es pas dans ce genre de domaine. Et on a vachement séparé ce genre de domaine. Et tu vois, quand tu parlais en tant qu'enfant, quand on est un peu brimé, ça brime la créativité. Je pense que c'est clairement ce qui m'est arrivé et je me suis jamais, donc on avait déjà parlé, considérée comme quelqu'un de créative. Et c'est quelque chose que j'ai envie de remettre en place parce que ça m'a toujours plu. Sauf que je me suis jamais laissé le droit d'explorer complètement cette part-là, puisque je sais pas, c'était l'école. Après, avec mon contexte familial compliqué, il a fallu que je trouve un boulot. Enfin voilà, il a fallu le rappel, on va dire, de la vraie vie entre guillemets, comme on peut appeler. Et j'ai mis tout ça de côté. Et maintenant, j'ai envie de me laisser une place pour ce côté artistique. Et finalement, on peut mélanger différents domaines et ça peut créer de belles choses. Et tu vois, quand, et encore il n'y a pas si longtemps, on m'a dit, est-ce que je me lance dans le sujet là? Bref, c'était une photographie de Laura.
Voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui vont être ouvertes là-dessus. Bref, c'est quelqu'un donc qui me lisait à travers les énergies et qui me disait, Hélène, toi, sur quoi tu pourrais te diriger, ce serait ce qu'il ressentait le gars, ce serait l'art thérapeutique. Finalement, on le voit, bon, je sais pas si les tests de Rorschach, on peut considérer ça comme de l'art thérapeutique, mais qui aurait fait le lien avant de dire, bah tiens, entre l'art et la thérapie, des gens qui ont vécu des choses difficiles, comment on peut faire des liens? Donc ça, l'art thérapeutique, on en entend un peu plus parler, peut-être que voilà, ce sera un exemple un peu plus parlant, mais voilà. Ouais. Et toi, quand tu entends ça, est-ce que tu te sens excité de faire ça? Tu penses que ça pourrait être quelque chose qui te plairait? Et c'est une bonne question. Oui, mais en fait, ça m'a tellement surprise parce que j'y ai jamais pensé. Et alors, faut savoir qu'il y a plusieurs années, j'avais quand même hésité à me tourner dans un travail pour accompagner les gens qui ont une vie difficile, une enfance difficile ou qui traversent quelque chose de difficile en me disant, OK, moi je sais émotionnellement, j'ai traversé beaucoup de choses, j'ai envie d'accompagner les gens et de les aider et de montrer qu'on peut s'en sortir. Et à côté de ça, j'ai bien aimé l'art, mais j'ai jamais, pour moi, c'est voilà, c'est un truc. Justement, on parlait d'une famille qui brimait. Moi, j'étais tout le temps punie, tout ça, et je m'étais réfugiée dans le dessin. Puisque, bah, à l'époque, il n'y avait pas Internet, et de toute façon, quand ça commence à sortir, j'étais punie d'Internet en permanence, ou de téléphone, ou de machin, donc je m'étais réfugiée dans le dessin. Et donc, finalement, quand la personne, elle m'a parlé de ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est quand même deux choses à part, j'y avais pensé. Là, je sais pas concrètement, j'ai pas réfléchi plus que ça. Je suis retournée un petit peu dans ma boucle boulot, essayer de me trouver du temps libre et tout ça. Euh, donc, j'ai pas encore posé de quelque chose dessus, mais oui, pourquoi pas. Ce serait agréable, finalement, tu te retrouves avec des gens, partager un moment finalement un petit peu moins solennel, on va dire, et, euh, et de partager des choses comme ça. Finalement, ça revient un petit peu comme enlever l'herbe autour des carottes. Et ça, ça peut être sympa. Ouais, donc c'est bien. Ça laisse laisser des portes ouvertes aussi pour faire des nouvelles choses. Et moi, je me suis rendu compte que toute ma vingtaine, là, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, 31 cette année, toute ma vingtaine, je me suis vraiment autorisé à explorer, à faire plein de choses. Et en même temps, j'avais des business ou des boulots à temps partiel, euh, des projets d'auto-entreprise, de start-up aussi. Mais bon, j'ai pas construit une fortune du coup, mais j'ai beaucoup exploré plein de domaines et, euh, et ça a créé une fondation en moi. Et à 30 ans, j'ai eu presque un déclic. Je savais ce que c'était. C'était ça et ça. Il y a peut-être plusieurs domaines, mais en tout cas, je savais ce que c'était et je savais ce qu'il fallait ce qui était plus de la distraction au final. Par exemple, à 28 ans, j'avais commencé avec un ami à créer un jeu vidéo. Je faisais les dessins, les animations, lui il faisait le développement et puis on faisait ça tout doucement, mais jusqu'à 30 ans, c'est toujours pas fini, donc on continue à bosser un peu dessus, mais au bout d'un moment, là, je me suis dit non, ça c'est pas la priorité, ça me distrait par rapport à la mission qui semble être plus centrale en moi. Ouais. Par exemple, le maraîchage, je sais que c'est ça, que je vais le faire. Le coaching, c'est ça. Et le développement web, ça rentre avec, en fait, c'est plus un outil qu'un business en Mm. soi. Même si ça a servi de business et de revenus principaux pour moi ces dernières années. Donc, en gros, Donc, là, le web, c'est un outil pour avoir de l'argent pour rediriger sur autre chose. Sur le oui, c'est marché. aussi un outil pour supporter et aider moi et les personnes autour de moi qui font du maraîchage ou qui font du coaching ou qui font des activités ou une association À locale les aider, qui n'a eux, pas dans de leur... visibilité digitale ou quoi que ce soit. Je veux garder ça parce que c'est vraiment un kiff. J'adore créer des sites internet. C'est super créatif. Et t'imagines l'expérience des utilisateurs et donc j'adore faire ça. Et ça se combine bien avec
avec le reste et je vois mes activités, elles sont très, le maraîchage, c'est très local et c'est très dans le collectif, dans la communauté locale. Et, mais le coaching, depuis l'année dernière, je le fais très au niveau individuel surtout. Donc, on a des séances ensemble et avec d'autres personnes, c'est seulement individuel pour l'instant. Ça va peut-être changer. Et, et global plutôt, parce qu'au final, je le fais en français, je le fais en anglais et je le fais avec des personnes du monde entier, au Canada, en Afrique du Sud, il y a d'autres endroits, Bangladesh, Tallinn aussi, mais Mhm. euh, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, je sais pas ce que c'est ma mission de vie, mais ça a quelque chose à voir avec la résilience des territoires au niveau social et écologique. Donc, je baigne là-dedans depuis que je sors de l'adolescence dans le milieu vraiment écolo et social. J'ai fait des entreprises sociales quand j'étais plus jeune et j'ai toujours été un activiste écologique, même si je me suis calmé ces dernières années pour sortir un peu de la bulle de l'activisme écologique basé sur la culpabilité et la peur. Donc j'ai laissé un peu tomber ça et là je reviens sur un activisme écologique créatif et transformateur, plus vers le qu'est-ce qu'on veut créer, la société qu'on veut créer, le monde qu'on veut Mhm. créer et comment régénérer. Donc là je me lance beaucoup dans l'agriculture régénératrice. Euh, et la mission de vie que je me donne aujourd'hui, qui va sûrement changer, c'est régénération des sociétés et des écosystèmes et régénération des consciences et des, de la psychologie au niveau individuel et collectif. Ok, Et en fait, ça tout est fait. lié parce que l'évolution des consciences, Ouais. une évolution de conscience au niveau individuel et collective va avoir des répercussions sur nos actions envers l'écologie et le social. On va pouvoir mieux se connecter aux autres et mieux se connecter à la nature pour que nos actions soient inspirées par quelque chose de plus bienveillant, de plus aligné et connecté aux énergies naturelles. Mm. En fait, être écologique ou social, il n'y a pas besoin de le forcer. Et c'est ça un peu Ok. ma croyance, c'est que en retirant en fait tout ce qui est abstraction, programmation, conditionnement dans les personnes, en retirant, en les rapprochant de leur essence, elle est naturelle, elle est pour le monde, elle est pour la vie, elle est pour la société. Et donc c'est pour ça que mon coaching est aussi très en lien avec le développement des résiliences territoriales et collectives et l'écologie aussi au niveau du climat mondial. Donc voilà, ça fait sens. J'ai pas encore bien formulé, que ce soit sur un site internet ou même dans ma tête, mais ça fait sens petit à petit Oui, tu vers arrives une à bulle. créer des connexions. Finalement, la façon dont tu présentes les choses, la mission de vie, c'est peut-être pas forcément de trouver un travail, avocat, médecin ou artiste peintre. C'est peut-être plutôt, c'est mon point de vue, euh, comme tu dis, travailler, je sais pas, pour je sais plus les mots que tu as dit exactement, mais plutôt quelque chose, soit aider les gens à reprendre conscience, je sais pas, que ce soit de leur corps ou de leur vie, ou à se réapproprier un terrain, d'être sur un truc plus local, quelque chose comme, plus comme ça, que avoir un métier spécifique. Qu'est-ce que tu aimes? Être avec des gens, ok. Est-ce que tu aimes, je sais pas, les accompagner? Quelque chose comme ça. Et on peut accompagner les gens dans différents types de travail. Et peut-être trouver quelle est notre nature profonde, notre personnalité, ce qu'on aime, qui on est. Ça pourrait être un travail à faire de fond pour éventuellement savoir vers quoi se diriger. Ouais, pour moi c'est ça, c'est le travail de fond dans chaque individu. Pour moi, c'est ce qui va changer le monde. C'est pas
les grosses associations, enfin tout ça a sa place, les associations, les mouvements, les manifestations, tout ce qui se passe à sa place et fait bouger les choses, c'est très bien. Il faut du mouvement, mais je pense que ce qui changera vraiment les choses, c'est ouais, le changement en profondeur de chaque individu et je vais inclure aussi là-dedans l'éducation. Mm. Comment on éduque nos enfants, après la manière dont on éduque nos enfants est reflétée par rapport à notre état intérieur aussi en tant que parent. Donc je suis convaincu qu'on si tout le monde entrait en thérapie à 18 ans, pendant 2 ou 3 ans de thérapie, après bon, il y a différents thérapeutes, mais imaginons que c'est une très bonne thérapie qui permet de euh, débloquer les traumatismes et libérer l'énergie vitale et l'énergie d'inspiration de la personne et vraiment que la personne puisse savoir ce qu'elle veut faire, qu'il y ait moins de conflits intérieurs. Je suis persuadé que si tout le monde avait une thérapie comme ça, on serait dans un monde harmonieux. Il y aurait pas de guerre, il y aurait pas de. Et ça, on, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui agissent sur ça, sur aider les personnes à se sentir mieux, à être mieux psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, leur développement spirituel, et à basculer vers de nouveaux paradigmes de pensée, de réalité, qui changent complètement de ce qu'on a pu nous dire quand on était enfant, que le monde c'est dur, que faut travailler beaucoup. Ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui ont le plus de mérite, et c'est ceux qui vont réussir. Il y a plein de programmes, de phrases qu'on nous a répétées, qui viennent de l'ancien paradigme. Ouais. Le nouveau paradigme, pour moi, c'est vivre dans une inspiration naturelle, presque divine, mais au final qui est très ancrée dans la réalité quand même, où on va créer des sociétés, des communautés, une vie plus harmonieuse entre les hommes entre eux, les hommes et les femmes entre eux, et avec la nature, et les animaux, et je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs de ce changement de paradigme. Mm. Et là, on arrive dans une période où on parle beaucoup de la crise, de la collapsologie, effondrement économique, écologique, Ouais. politique. Euh, pour moi, c'est comme on est obligé en fait de basculer vers les nouveaux paradigmes de pensée. Sinon, on meurt. Soit on meurt intérieurement parce qu'on n'a plus d'espoir du tout, et puis on est des robots sans âme. Soit on meurt physiquement parce que les crises vont aussi amener des catastrophes. Il y a la guerre en ce moment, il y a beaucoup de choses qui paraissent très négatives, mais qui au final, c'est comme dans un jardin. Chaque année, les plantes meurent, elles font du compost, et le sol s'enrichit au fil des années, et les plantes repoussent l'année suivante. Et là, on arrive dans un moment de mort, je pense, au niveau social, qui va voir renaître, qui voit déjà renaître. Donc c'est pas juste linéaire, ça meurt, on a une période de mort et ensuite on renaît. Je pense que suivant l'endroit, suivant la temporalité, suivant les personnes, il y a déjà eu des endroits où c'est mort et c'est en train de renaître. Il y a des éco-villages, il y a des choses qui se font dans certains endroits du monde, même au niveau gouvernement. Je pense qu'il y a peut-être des gouvernements de certains pays qui sont déjà dans les nouveaux paradigmes, dans quelque chose de plus qui semble, en tout cas, on sent que c'est mieux, qu'il y a une meilleure harmonie, qu'il y a. Ouais. Voilà. Donc, j'allais te poser la question juste avant que tu abordes le sujet, où justement dans ces périodes très difficiles, et encore on reste chanceux par rapport à certains pays, évidemment, ça n'empêche pas que ça impacte le moral, l'énergie. On se pose des questions sur le futur. Et tu as répondu à ma question, j'allais te demander alors on fait quoi? Et ben, c'est soit en fait, soit on tombe dans un état dépressif, on se laisse aller, ou on avance un petit peu comme un zombie, ou soit on essaye aussi de faire partie un petit peu de ce changement et de ce nouveau monde et de se reconnecter à son essence et à pourquoi on est là et, et proposer quelque chose
de plus beau, de plus grand. Plus Mm. grand, ça veut pas forcément de dire toucher le monde entier. Comme toi, tu vas faire du maraîchage local ou des choses comme ça, mais c'est se reconnecter. Moi aussi, je pense que la nature, elle est importante. On a été déconnectés. Euh, où j'ai grandi majoritairement dans les villes, hein, donc moi la première. Mais je pense que c'est important de se reconnecter à la terre. Et se reconnecter à la terre, à la nature, c'est se reconnecter à l'alimentation aussi, aux saisons. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Ben, je voudrais répondre encore à ce que tu m'as dit sur les personnes qui perdent espoir et qui... En fait, c'est très facile d'être dans une bulle où on voit que ce qu'on a envie de voir. Et si on est dans un état d'esprit où on se sent victime de ce qui nous arrive et que on est en souffrance permanente, en fait, au fil de ces années de sa vie, à un certain niveau, on veut rester là-dedans parce que c'est confortable, c'est une bulle qu'on connaît depuis toujours. Et c'est très difficile quand on est là-dedans de voir ce qui se fait, ce qui se crée plus positivement dans le monde, même autour de chez soi. Il y a des communautés qui font des choses, qui créent des choses. Et, euh, et on se renferme. Et moi, j'ai vécu ça quand on bascule, quand on s'ouvre un peu et qu'on sort on s'identifie moins avec sa victime intérieure. C'est Mm. un peu comme ça que Ouais. je l'ai vécu. On a tous une victime intérieure. C'est souvent facile quand quelque chose arrive de se dire ah pourquoi ça m'arrive à moi, pauvre de moi, c'est à cause de ça que j'ai plein de problèmes, voilà voilà. Et au final c'est une histoire ça. C'est la réalité, elle peut être complètement différente. Elle peut être ah oui mais je me suis mis là dans cette situation à ce moment-là et inconsciemment je savais que ça pouvait arriver et donc je voulais que ça m'arrive à un certain niveau de conscience. Comme ça, je peux me plaindre et je peux me justifier de pas être à un niveau dans ma vie ou à un niveau de santé ou de succès. Donc ça, c'est une toute autre histoire, tout ce qui est sabotage inconscient. Mais quand on s'ouvre un peu et on rencontre des gens qui font des choses incroyables, qui font du reiki, enfin peu importe les personnes qu'on rencontre ou les communautés qu'on rencontre, où on va aller dans un éco-village quelque part, on va voir ce qu'ils font et en fait ce qu'ils créent c'est génial et c'est pas tous les éco-villages qui réussissent mais en fait il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans ce changement de paradigme et dans la création d'harmonie et après il faut pas leur jeter la pierre si s'ils échouent ou s'il y a des erreurs dans le process pendant le procédé parce qu'il y en aura. C'est comme on peut avoir des semaines et des mois de super excitation et d'énergie dans son business, dans son travail. Et un jour, quelque chose va arriver, puis on va tomber dans 3 jours ou une semaine de dépression, on va plus avoir envie de rien faire. Le nombre de fois Et où j'ai voulu arrêter mon boulot et vendre le truc parce que j'en avais marre. Ouais. c'est pareil au niveau collectif. Au niveau Ouais. collectif, on peut être dans une bonne dynamique, mais la bonne dynamique peut se casser la gueule par moment. C'est souvent ce qui arrive dans les projets de communauté. Ça part avec beaucoup d'intention, beaucoup de bonne humeur parce que on crée quelque chose de génial au final dans notre esprit. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est rapport humain qui se met en place, il y a des tensions, des choses, et puis ça se casse la gueule. Ou si c'est bien géré, ça peut renaître. En tout cas, ça fluctue toujours. Et c'est l'acceptation de ça, du présent, en tout cas de la réalité du présent, qu'il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, il y a des choses horribles, il y a des choses géniales. En acceptant tout ça, même en acceptant le plus horrible, en acceptant la guerre en Palestine, en acceptant tout ça, on part d'un socle de réalité en fait qui nous permet d'engendrer le changement. On peut pas engendrer le changement si on n'est pas dans le présent et dans le réel. Parce que si on est dans la fantaisie, dans l'utopie, Mm. et qu'on se dit ah on va créer ça, mais on veut pas regarder le réel, on se cache du réel,
Au final, on va peut-être créer quelque chose dans le ciel, mais ça va jamais tenir, ça va se casser la gueule. Et je répète beaucoup se casser la gueule. Je vais peut-être éviter de. Aujourd'hui, c'est temps, oui. C'est un choix de voir les choses comme des opportunités ou comme des murs qui nous bloquent et qui nous empêchent de voir le futur ou d'avoir de l'espoir. Donc, Mais si on est dedans, si on voit qu'un mur et qu'on voit tout noir et qu'on n'a pas d'espoir, on peut pas en sortir comme ça. Et c'est pas en entendant ce que je viens de dire qu'on va en sortir. C'est plus en. Après, ce que je viens de dire, ça peut donner une idée, en tout cas, et c'est plus aller en parler. Je pense que la connexion humaine, c'est vraiment une des premières étapes pour sortir de moments très très noirs. ouais. C'est ce que j'ai vécu moi. Ça peut être soit on va voir un thérapeute, un psychologue, une ou un psychologue, soit des proches avec qui on peut vraiment s'ouvrir et à qui on sait que ces proches vont nous encourager ou nous supporter ou nous aider à voir un peu plus de lumière. Donc clairement, Mais je pense que d'être isolé, c'est pas viable sur le long terme. Et pour moi aussi avoir traversé des périodes très noires, il m'a fallu un temps où j'ai coupé avec tout ce qu'il y avait autour de moi. Ce qui m'a aidé dans mon étape de la guérison, c'est clairement de connecter avec des gens. Et au niveau en thérapie, comme ça qu'on a commencé aussi une thérapie ensemble et qu'on en est là aujourd'hui. Mais on n'est pas forcément obligé de voir un thérapeute, mais de connecter avec les gens. Et clairement, ce que tu as dit, c'est de voir, parce que moi aussi j'ai eu à la fois un peu un crash dans ma vie personnelle, et comme ça n'allait pas, ce qui se passait autour dans le monde m'a fait perdre vraiment tout espoir, au point de me dire que le boulot que je fais actuellement, d'aider à végétaliser et tout ça, c'était vraiment une goutte d'eau dans l'océan et que ça servait à rien. Et donc, je trouvais plus de but et de sens à ce que je faisais. Et de me reconnecter avec d'autres personnes, notamment donc cet hiver, j'étais en France et je suis allée dans le sud-ouest voir un ami. Et lui a mis en place des choses et m'a fait rencontrer des personnes. Et je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, il y a beaucoup plus de positifs que ce que je pensais. Il y a beaucoup plus de personnes qui mettent en place des petites choses que ce que je pensais. Alors, quand vraiment on se sent mal, quand tu disais qu'on se voit face à un mur, déjà une étape, ça peut être de faire un travail sur soi, de commencer à faire de commencer à lire et tout ça, mais de reconnecter avec des gens. Et la magie d'Internet, c'est de pouvoir trouver des groupes, encore une fois, et de connecter avec ces gens-là, ce qu'on n'a pas toujours forcément dans notre entourage. Mais n'hésitez pas, en fait, à aller chercher. Parce que dès qu'on se met dans une autre dynamique, ça a dû t'arriver, Thomas, plusieurs fois. Je sais pas, tu te mets dans une autre dynamique ou quoi que ce soit, et soudainement, d'un coup, tu as l'impression qu'il y a plus de gens qui font oh, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait autant, je te dis des maraîchers, mais c'est pas forcément ça. Tiens, moi, quand je me suis ouverte au Reiki, ouais, mais en fait, tiens, il y a tout le monde qui fait du Reiki ou quoi, qui a passé leur niveau, ou qui s'intéresse aux énergies et tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'en compte, je fais ah ouais, mais en fait, il y a une dynamique qui est complètement différente et beaucoup plus positive. Et moi, voilà, j'ai besoin quand même de ça pour avancer. Ou sinon, effectivement, je me laisse couler avec tout ce qui se passe actuellement. Euh, donc, ça peut être clairement, pour moi, de se connecter avec les gens, oui, c'est vital. Et ça n'empêche pas de retourner dans sa bulle quand on a besoin. Pas obligé d'être tous les jours avec du monde ou toutes les semaines. Hein. Ça peut être bien. ouais, le tissu social, la Mm. connexion avec les autres, c'est ce qui fait que les choses se font et c'est notre rôle au final. Euh, Plus globalement, c'est notre rôle d'être faire partie du tissu social. Et si on s'isole, ça c'est aussi ça fait partie de la mission de vie, d'être dans la société, d'être un parent ou un enfant ou un frère, sœur euh, et collègue, client, fournisseur, peu importe, tout ce tissu social, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous fait lever le matin aussi parce on a un rôle et un rôle, une mission de vie, d'être présent, de faire sa part
dans un tissu social qui nous dépasse un peu aussi. Du coup, la mission de vie, c'est oui, quelle part dans ce tissu social Ouais. on peut faire, on peut prendre part. Euh, Qu'est-ce qu'on veut et, apporter et ouais, quelle couleur on veut rajouter sur ouais. ce tissu, sur. Et toi, tu disais fournisseur, mais enfin, tu sais, ça me fait penser quand il y a eu la grève des éboueurs en France. Enfin, on a tous une part à prendre et c'est pas forcément j'imagine qu'il y a des métiers qui font plus rêver forcément que d'autres. Et moi, à l'époque, j'avais un ami qui était éboueur et qui du coup avait sympathisé avec plein de personnes et de commerces. Donc, il ramenait des produits, il avait une bonne paye, du coup, il avait pu acheter un appartement. Et j'étais là, mais en fait, mais trop bien, quoi. Donc, et peu importe. Donc, il n'y a pas de jugement. On est chacun, on fait partie de ce tissu social, de cet échiquier. Chaque action qu'on va faire contribue à quelque chose, donc en positif ou en négatif, à nous d'apporter de la couleur. Mais du coup, ouais, non, trouver, ça semble un peu. Ouais. Donc, il y a plein de possibilités finalement. Et voilà, qu'on C'est continue de à ne pas chercher. avoir peur d'essayer, puis de se tromper aussi. Peut-être qu'on Oui. on va être avocat pour faire plaisir à ses parents, puis au final, c'était pas ce dont on était fait pour. Ou un Mais rêve c'est que jamais tu trop avais tard. d'être avocat et finalement ça te plaisait pas. Mais j'ai 36 millions d'exemples de personnes voilà qui a fait un boulot comme ça ou comme ça et finalement j'avais la chérie enfin de quelqu'un qui avait fait qui voulait être notaire il me semble et en fait elle finit ses études qui sont très longues et elle se rend compte qu'elle veut plus faire ça et je crois qu'elle voulait devenir du coup architecte d'intérieur et en fait après, on s'est pu fréquenter, mais elle avait à ce moment-là le doute d'arrêter en se disant, bah, avec toutes ces années d'études que j'ai fait, ce serait vraiment du gâchis. Mais ce serait pas plus un gâchis de continuer dans un boulot que t'as pas envie de faire, au lieu de retrouver quelque chose et là de démarrer une vie où tu t'épanouis un peu plus que parce que tu as perdu 5-10 ans. Ce qui est sûr, ce qui reste beaucoup et c'est un impact, une implication financière aussi. Mais c'est pas plus triste finalement continuer sa vie dans quelque chose qu'on n'a pas envie ou continuer ce boulot-là, comme tu dis, ça peut être une base et de continuer à papillonner, chercher autour à la rigueur ce qui peut nous plaire. Mhm. Et les échecs, clairement, pareil, moi grâce aux réseaux sociaux, j'entends de plus en plus d'entrepreneurs qui parlent d'échecs. Parce que moi, je me suis posé la question en me disant, est-ce que mon entreprise, que je considérais à un moment donné comme un échec, puisque je n'en vivais pas, est-ce que je l'arrête? Est-ce que je continue pas? Est-ce que ça, je m'entête pas? Donc, j'ai trouvé d'autres boulots à côté pour subvenir à mes besoins. Et finalement, là, c'est pas le sujet moi, mais c'est de dire que si on tente et qu'il y a un échec, finalement, soit ça vous a pas plu, soit c'était pas, je sais pas, la direction à prendre. Finalement, ça vous a peut-être ou connecté, permis de connecter avec d'autres personnes. Euh, faut se lancer. Et là, la façon dont on parle, je me le dis à moi-même aussi. Parce que c'est super important finalement. C'est pas en restant statique que les choses vont bouger, quoi. Ouais, et puis on parle aussi souvent, par exemple, de la procrastination où on n'a pas envie de faire ce qu'on est en train de faire. Et souvent, on essaye de vaincre ça, de se dire, ah, pour vaincre la procrastination, non, il faut faire ce que tu as dit, ce que tu vas faire, le faire tout de suite et pas demain. Enfin, bon. Mais il y a aussi des informations à prendre dans chaque chose, même les échecs, pourquoi j'ai échoué. euh, et c'est se reconnecter un peu plus avec son cœur à chaque fois, en se disant, mais si j'ai pas envie de faire ça, est-ce que je me force ou est-ce que je fais complètement autre chose? Et souvent, on promeut plus la discipline. Il faut être discipliné pour réussir dans un business. Et donc, Ouais. on va donner des stratégies plus pour réussir, plutôt que de rappeler la personne à son cœur, à son corps intérieur, à son noyau.
et peut-être que l'information qui vient de la procrastination ou euh, du, comment on dit en français, lazy. La paresse. Ah oui, ou de la paresse de la personne, euh, ça vient peut-être de son âme qui lui dit mais non, mais c'est pas ça que tu dois faire. Arrête. T'as pas envie de faire ça. Arrête. Et en même temps, il y a des personnes qui vont faire tout de ce dont elles ont envie tout le temps et elles vont rien construire au final. Parce que les envies viennent aussi peut-être pas de l'âme, vraiment de la profondeur, mais de parties en elles qui sont en insécurité, qui ont envie de manger des bonbons ici, par là, parce que ça va nous rassurer. Mhm. Et donc faire ce discernement, ce travail de discernement, de prendre conscience de soi, de se dire qu'est-ce qui vient de mon âme et qu'est-ce qui vient d'une partie de moi qui est pas mon âme, qui est plus de l'ego dans ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et déjà avoir l'intention de faire ce travail et de cette pratique, ça permet, au début on distingue rien, c'est sûr, mais au fur et à mesure, surtout ce travail-là est très marche mieux en groupe ou en séance individuelle, peu importe, mais ça peut être pas forcément un groupe où il y a un facilitateur, ça peut être un groupe qu'on se crée soi-même avec des amis, avec des connaissances, on se crée un mastermind, on appelle ça beaucoup, Ouais. de personnes qui se rencontrent régulièrement, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, pour faire un effet miroir et parler de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ce que et ça aide beaucoup à distinguer ce qui vient ce qui vient juste pour faire plaisir aux autres, peut-être des fois, ou ce qui vient vraiment du cœur et de l'âme dans nos désirs. Ouais, c'est une très bonne chose. Ça peut être aussi un levier de connecter avec des personnes. C'est très enrichissant pour l'avoir fait. Je recommande. C'est une bonne idée. En fait, ça nous sort de notre bulle de fantaisie seule, dans laquelle en fait, on peut rester des années et des années dans les mêmes programmes, les mêmes croyances qui, au Mm. final, nous bloquent de nos vrais désirs profonds. Alors, alors que le dire aux autres, dire ce qu'on veut faire aux autres, ça fait peur parce qu'on a peur du jugement, de se dire que les autres nous disent ah mais pourquoi tu veux faire ça, là, 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 ou ah c'est trop arrogant. Il y a plein de peurs qui peuvent venir ici, mais allez, c'est inconfortable de s'ouvrir aux autres de manière vulnérable, mais c'est ce qui marche le mieux dans notre envie de nous décortiquer nous-mêmes, au final, de nous connaître mieux nous-mêmes. Ouais. Dans mon expérience, c'est vraiment que en échange avec quelqu'un d'autre, soit une personne, soit un groupe, que j'ai vraiment réussi à m'éveiller à quelque chose que je ne connaissais pas en moi ou que je pensais connaître, mais qui au final s'est révélé être une croyance, quelque chose qui n'était pas réel, que je ne voulais pas vraiment. Donc, et ça se traduit dans vraiment des actions et des comportements de tous les jours, que ce soit relationnel avec sa famille ou avec ses amis, ou professionnel avec son business. Super. Ben, je pense qu'on a partagé beaucoup de clés aujourd'hui. Euh, Moi, pour finir, je dirais que au lieu de se mettre de le focus uniquement sur la mission de vie, c'est également d'apprendre à kiffer, de revenir à l'instant présent et quand on teste des choses ou quoi que ce soit aussi de se dire bah, on passe à un bon moment. Est-ce que ça me détend? Est-ce que je me sens bien et tout ça? Déjà, avant tout, kiffer, ça peut être une bonne chose. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah, c'est super ce que tu viens de rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais c'est Ça m'est venu là en me disant. ouais, c'est avoir cet élan de vitalité, cette appréciation, cette excitation et avoir du fun, quoi, ouais, kiffer. Sortir du mental, comme tu disais, finalement. Arrêter au bout d'un moment de se poser trop de questions et Ouais, se faire plaisir. oui, Et
tout en gardant un cap, une direction, quelque chose. Il y a toujours besoin d'une structure, mais alléger la structure et pouvoir mieux bouger à l'intérieur et se faire plaisir. Ça, c'est chouette. Ouais. Casser un peu des cloisons, quoi, mais ouais, Ouais. se faire plaisir. Super. Bah, merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. C'était une super discussion aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs auront pris quelque chose de nos échanges. Et Ouais, dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous a marqué dans ce podcast, qu'est-ce qui vous a fait un petit tilt. voilà. Et si vous avez des questions, des, voilà, des remarques par rapport à ce qu'on a dit, si vous n'êtes pas d'accord aussi, dites-le Oui, nous. Et oui. puis, on continue comme ça. À Super. la semaine Bah, prochaine. à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.